Je vais laisser à l'autre Xavier le soin de présenter le thème de ce soir. Donc, moi, je me présente en deux mots. Je suis Xavier Gendron, Schema 95, fondateur d'une société, une start-up de technologie qui s'appelle Kiwi. Je co-édite depuis presque 2 ans maintenant ce club entrepreneur de Schema Lumini. Oui, le temps passe vite. On va être dans le concret tout à l'heure. Moi, je me présente, je suis Xavier Truc, Schema 94. J'ai déjà créé 2 entreprises, une en 2005 qui s'appelle gourmanding.com, qui est en fait la distribution de produits surgelés auprès des traiteurs, et plus récemment 20copains.com, c'est un peu ma danseuse. C'est une passion et certains d'entre vous participent parfois à des soirées dégustation. C'est la mise à part. On va pouvoir démarrer sur le sujet passionnant qui nous attend, entreprendre et diriger avec altruisme. Alors c'est vrai, quand on a évoqué le sujet avec Audrey et Xavier, on a commencé un petit peu à se renseigner sur le sujet, on a lu des blogs, pour certains animés par nos intervenants. On a feuilleté des bouquins, comme ceux de Mathieu Ricard, sur l'altruisme. Et puis on s'est dit, dis donc, quel sujet passionnant, quel sujet engageant. Et on va voir comment on va pouvoir l'évoquer avec vous. Car, en fait, si la question du pourquoi entreprendre et diriger avec altruisme nous confirme que l'idée de développer le capital humain, c'est une définition, constitue le meilleur des investissements, comment reste à explorer. Comment l'altruisme dans l'entreprise se décrète-t-il? Quels sont les rôles du manager et de son équipe? Quelles sont les clés de succès et les pièges à éviter? Est-ce un management intéressé pour le dirigeant? Faut-il et peut-on en quantifier les gains? Alors, autant de questions que nos intervenants auxquelles ils vont pouvoir répondre. Et au préalable, on va vous présenter Pascal Richard, qui nous permet, avec sa collègue Sylvie, d'être parfait en termes de parité. Alors Pascal, après 25 ans de management et de direction d'entreprise, vous êtes à présent coach dans le cadre de votre société, Upaya Développement. D'ailleurs, le titre de la conférence de ce soir est le titre de votre blog. Vous êtes spécialisé dans l'accompagnement des managers pour qu'ils construisent la cohérence entre leur parcours professionnel et leur chemin de vie. J'ai bien résumé, peut-être avez-vous une phrase à nous donner qui illustre votre carrière et votre façon de travailler? Alors, je dirais que ce qui me définit, pour choisir la phrase qui me définit, j'ai choisi la chanson Là-bas de Jean-Jacques Goldman, qui m'évoque, parce que là-bas, tout est neuf, tout est sauvage et tout est possible. Donc ça m'évoque le champ des possibles, et quand on travaille dans l'accompagnement humain, pour moi, c'est ouvrir le champ des possibles. Et puis ce qui me porte aujourd'hui dans ma mission d'accompagnement, c'est la conviction que j'ai moi-même expérimentée durant ces 25 années de carrière professionnelle, la conviction qu'il est possible de concilier l'épanouissement des hommes et des femmes avec la réussite de l'entreprise. C'est pas du ou, ça peut être du et pour le bien de tous. Très bien, merci. Merci Pascal. Sylvia Rufas, vous êtes donc vous avez une formation d'ingénieur en développement logiciel et vous avez conduit des projets en management des équipes dans le secteur. Aujourd'hui, après un parcours que vous pourrez nous raconter, vous êtes directrice associée au sein de Upaya Développement, et dans vos coachings, vous êtes sur le thème bien sûr de l'altruisme, du bien-être au travail. Donc, vous êtes vraiment dans le sujet avec un côté formation. Pouvez-vous nous aussi nous donner une phrase, citer une phrase qui illustre votre propos ce soir? Bonsoir. Donc oui, moi ce qui m'anime en fait dans ma mission de coach et plus généralement dans ma vie, c'est que je pense que les moments que nous avons de bonheur, que nous recherchons tous, soyons clairs, qu'on recherche tous à être heureux, et ces moments de bonheur, ils arrivent quand nous avons le plaisir, la chance de pouvoir mettre notre talent au service des autres. Et c'est là où nous ressentons les moments de bonheur les plus intenses. Donc, moi, je consacre en fait ma mission de coach à accompagner les gens à développer leur talent et à prendre suffisamment soin d'eux pour pouvoir les mettre en œuvre le plus possible, ce qui va générer du bonheur à la fois pour eux et pour eux. Merci Sylvie. Alors François, bienvenue. Tu es directeur général de Kiabi en France. Tu as fait l'essentiel de ta carrière au sein de Kiabi et j'ai posé les mêmes questions aux autres intervenants. Est-ce qu'il y aurait une phrase ou quelque chose en rapport avec le thème de ce soir que tu souhaiterais, qui te représente? Bonsoir. Alors moi, c'est un peu moins théorique, pardon. En tout cas moins philosophique sans doute.
À un moment où on parle beaucoup des nouvelles générations Y, je ne peux pas prétendre faire partie de la génération Y, mais on va dire que dans mon mode de fonctionnement, la quête de sens c'est ma vie depuis toujours en fait. Et je pense que la quête de sens dans le monde professionnel comme personnel, je l'ai depuis 20 ans, donc on pourrait dire que je suis quelqu'un de la génération X qui a fait ses crises de la quarantaine il y a 20 ans déjà. Magnifique. Et Éric Mauveau, alors malgré ton nom, tu travailles à Roubaix. Tu as été brillamment diplômé de Schema. J'ai pas eu ton classement, mais on va chercher. Disons plutôt STD, puisque c'était en 84. Et tu as créé en 92 la société Reflet Vidéo, et tu emploies aujourd'hui 25 personnes, bientôt 26, m'as-tu dit. C'est aussi, oui, enfin. Et donc tu manages avec altruisme ces 25 personnes. Peux-tu toi aussi nous donner une phrase qui symbolise ton action de manager? Alors, comme toi, je dirais que c'est une façon d'être, une philosophie. Enfin, il faut déjà l'être il faut l'être soi-même, mais surtout, une phrase qui me motive toujours, c'est que seul on va plus vite, effectivement, mais ensemble on va plus loin. Et je l'applique tout le temps, je participe à plein de réseaux, enfin on en parlera peut-être dans la présentation tout à l'heure. Donc la phrase, ce serait « seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin ». Merci Eric. Je rajouterai une anecdote, ce qui fut un temps où tu faisais des copies par centaines de cassettes vidéo des films réalisés par Primeline TV. Et merci pour ça. Donc on va introduire le débat tout de suite, avant de parler du comment, et notamment de mise en pratique concrète au sein de Reflet Vidéo, au sein de Kiabi. On va peut-être donner la parole à nos deux consultants pour peut-être savoir quelle est votre définition aujourd'hui de l'entrepreneuriat avec altruisme ou du management avec altruisme. Je pense que c'est toujours bien de commencer par avoir des bases sur un concept ou sur une réalité. Alors, je vais commencer par la définition de l'entrepreneur altruiste, enfin en tout cas ce que nous en pensons et c'est la philosophie sur laquelle nous nous appuyons. Pour nous, l'entrepreneur altruiste, c'est celui qui d'abord veut être heureux lui-même, heureux authentiquement, c'est-à-dire le bonheur qui n'est pas celui d'avoir, celui que les sociétés occidentales nous font croire, mais celui d'être authentiquement relié à ses valeurs fondamentales. Et en étant heureux d'abord, eh bien, il va contribuer à mettre en place du bien-être pour l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Il va contribuer à développer, au développement positif du monde. Et en ayant cette attention, il va développer une entreprise pérenne et consciente. En fait, c'est l'attention d'abord d'être heureux, de contribuer au bonheur des autres, qui va faire que l'entreprise va être pérenne. C'est vraiment sur cette philosophie, sur ce postulat que l'altruisme nous rend heureux, que l'on développe notre proposition. Sylvie, tu veux rajouter quelque chose? Oui, simplement de dire qu'effectivement, il est impossible d'être heureux tout seul. Le vrai bonheur, c'est obligatoirement partagé. Si vous regardez dans votre vécu, les vrais moments de bonheur les plus forts, ils sont toujours dans du partage. Et donc, vouloir être heureux, c'est absolument pas égoïste. Ça veut dire que si on s'y applique vraiment à vouloir être heureux et qu'on a vraiment cette philosophie-là, on va mettre en place des choses qui vont également rendre les autres heureux et par là même, vouloir être heureux n'est pas égoïste, mais devient altruiste. Pourquoi remettre l'humain au cœur de l'entreprise et de la stratégie de l'entreprise? Pourquoi? C'est une bonne question. Je pense que c'est d'abord porté inconsciemment par les valeurs de l'entreprise. C'est aussi porté par les valeurs de l'actionnaire, parce que ça ne se fait pas sans les actionnaires. J'aime pas beaucoup le terme utilisé tout à l'heure de développer le capital humain, mais c'est une réalité. Ça veut dire que dans un marché concurrentiel, il faut inévitablement se chercher des nouveaux axes de progrès, et l'axe du capital humain s'en est un parmi d'autres. Et donc on peut l'aborder sous cet angle-là, même si c'est assez moche, le capital humain, développer le capital humain pour développer plus de compétitivité. On parle de ressources humaines. Ouais, on parle de ressources humaines, mais en tout cas, j'aime bien l'idée de la quête de sens, en tout cas, avoir des entrepreneurs qui se disent non seulement je suis compétitif et je développe un exercice et une entreprise pérenne, mais en plus je le fais
d'une manière humaniste, intelligente, qui prend en considération mes collègues, mes collaborateurs, évidemment c'est beaucoup plus équilibré, et ça équilibre aussi les dirigeants que d'avoir ce mode de fonctionnement. C'est une réponse un peu décousue, mais l'idée n'est pas réfléchie en se disant tiens, je vais mettre ça en place comme un plan d'action répondant à un besoin de plus de compétitivité. Ça vient avec un niveau de maturité de l'entreprise, de ses valeurs, de ses dirigeants, parce que c'est souvent par là que ça démarre. Alors justement, comment ça a démarré au sein de Kiabi, cette expérience? On a beaucoup entendu parler d'entreprises libérées, et Kiabi est une entreprise tout à fait phare en la matière. Ça a démarré il y a super longtemps. En fait, si vous interrogez le fondateur de Kiabi, qui est Patrick Mullier, sa devise c'est je fais un travail que j'aime avec des gens que j'aime pour des gens que j'aime. Alors la première fois qu'on l'entend, on se demande s'il n'est pas un peu barré d'avoir ce type de réflexion-là. Il met de l'affect à mort en fait dans cette définition-là. Mais c'est l'ADN de la boîte qui est comme ça quand même. Et du coup, Kiabi à un moment, même si on a un ADN où on responsabilise beaucoup, où on donne beaucoup de liberté et de possibilités à tout le monde depuis longtemps, a voulu trouver un nouvel élan. L'élan, c'est le dirigeant de l'époque qui l'a lancé, en l'occurrence c'est Jean-Christophe Garbino pour le citer, qui a eu envie d'aller plus loin dans ce que les hommes et les femmes de Kiabi étaient capables de faire. Et son inspiration, il l'a trouvée à plusieurs endroits, on en reparlera sans doute après, mais ça vient de ses propres convictions, ça vient de l'externe, ça vient d'échanges. En tout cas, il était convaincu que le capital humain de Kiabi pouvait être beaucoup plus performant et beaucoup plus heureux que ce qu'il était. Ça ne vient pas d'une crise, ça ne vient pas d'un réveil matinal où il a une illumination, c'est progressif. Et lui était arrivé à ce niveau de maturité-là, et en tant que dirigeant, il a enclenché la machine, et après il y a eu des gens pour le suivre. On y reviendra très certainement. Eric, tu pourrais peut-être nous partager aussi toi ta vision de l'entrepreneuriat altruiste et de choses que tu as pu mettre en place, la façon dont ça s'est traduit au sein de Reflet Vidéo. Plus que ma façon de voir les choses, je vais plutôt parler de concret, des exemples, etc. Je pense que je suis plus un témoin plutôt que quelqu'un qui va parler aussi de philosophie ou d'esprit. Donc je suis sorti en 84 de l'ESC, de Schema, pardon. Et effectivement, comme tu dis, faire un travail que j'aime, quand j'étais en 1980 étudiant là-bas, à l'ESC, je faisais déjà des films pour les jeunes, pour les étudiants, je faisais des films mariage. Alors Franck Hanot, qui est là, qui s'est présenté tout à l'heure, comme tu me disais que j'avais fait ton film mariage, bon c'est pas en 80, mais effectivement on faisait ce genre de choses. Donc quelque chose que j'aimais. Pour des gens que j'aime, et effectivement, ça fait partie de mes gènes d'aimer les gens, et quand j'ai besoin de me faire plaisir, je fais plutôt plaisir à l'autre, et c'est ce qui me motive. Et pour des gens que j'aime, effectivement, clients ou salariés ou collaborateurs, c'est pareil, c'est naturel. Alors exemple, j'ai dit, 84, je sors de l'école, je pars après l'armée en entreprise, je ne vais pas vous faire la guerre, hein, comme les anciens, mais 8 ans après, je crée mon entreprise dans la vidéo, puisque c'était quelque chose que j'aimais. Et on a donc avancé tout doucement, tranquillement, on est monté à une dizaine de salariés, et puis il y a à peu près 14 ans, je revends ma boîte à un gros groupe, et je rentre dans ce gros groupe de communication, actionnaire avec 7% de part, en ayant vendu mon entreprise et en étant responsable de mon entreprise dans le groupe. Très bien, c'était un groupe financier. Et ça, c'est quelque chose auquel je n'avais pas pensé, je n'avais pas réfléchi avant, donc il n'était pas vraiment d'accord avec mes valeurs humaines. Et je ne me suis pas senti bien. Et l'équipe que j'avais construite, l'entreprise que j'avais construite, était avec des gens qui étaient dans le même esprit que le chef d'entreprise, donc dans le même esprit que moi. Et on ne se sentait pas très bien, on n'était pas à l'aise dans leur façon de voir les choses. Et dans la façon de nous imposer un positionnement vidéo low cost, hein, puisque mon métier c'est de faire des films d'entreprise. Donc vidéo low cost, on dit c'est pas nous, il y aura toujours plus low cost que nous, hein. Aujourd'hui il y a des autres entrepreneurs qui sont toujours plus low cost que nous de toute façon. Et avec objectif, résultat, combien on gagne, etc., combien on fait chiffre d'affaires. Donc tout doucement, 3 ans, 4 ans, jusqu'en 2010, chaque année, ils licencient un peu de monde, les plus chers salaires dans mon entreprise, mais c'était aussi la colonne vertébrale, c'était le sang de l'entreprise, c'était le cœur de l'entreprise. Et on perd chaque année de l'argent, alors qu'on est une entreprise qui s'est développée, on était monté à 10. 10 petits, hein, pour un Kiabi. Donc, on se retrouve à 5, 4 ans après. Plus que 5.
Donc je vais les voir, je leur dis, vous perdez de l'argent, on n'est plus dans... Nous, on se sent pas bien, on a toujours une épée de Damoclès sur la tête de se dire, on sera le prochain. Et je dis, avec l'aide d'un copain qui n'a pas fait ce qui moi, qui a fait des decks, mais assez sympa quand même, et qui m'aide à racheter mon entreprise. Donc on leur propose de racheter l'entreprise. Et je rachète 51% des parts parce que je n'avais pas assez de sous pour, même si l'entreprise avait perdu de la valeur, je n'avais pas assez perso pour racheter. Et mon camarade chez Deloitte, en l'occurrence, Jean-Yves Morisset et EDEC, me dit, crée une holding, et comme ça tu pourras racheter les 100% de tes parts plus facilement. Donc on fait ça, et je dis, est-ce que je peux intégrer les 4 collaborateurs dans le capital de cette holding? Yes. Je crée donc la holding, enfin je propose à mes 4 collaborateurs qui étaient encore présents, je leur dis, écoutez les gars, si ça vous tente, je rachète mon entreprise, Reflet Vidéo, et vous pouvez faire partie de l'aventure, avec un risque. Mais le risque de gagner ou le risque de perdre. Et je leur dis, mettez une somme minime, je la valorise beaucoup plus, ce qui fait qu'ils ont une part significative de cette entreprise. J'ai 51% des parts, on va dire qu'ils ont le reste. 51% parce qu'il faut toujours un dirigeant, on en reparlera en venture, si vous voulez. Il faut toujours un décideur qui a le pouvoir. Donc 51% et 49% pour eux. Et parce qu'en même temps, ils ont toujours montré la fidélité, tout ce qu'il fallait, enfin je veux dire, l'engagement et l'envie. Et on était coincés par une direction groupe qui nous imposait effectivement ce qui n'était pas dans notre ADN, dans nos valeurs. Et on s'en va comme ça, donc en guerre, on essaie de redresser l'entreprise qui perd de l'argent chaque année, depuis ces 3-4 ans, et on repart, première année, à 5, et on gagne, alors qu'on avait perdu l'année précédente 40 000 euros, et que quand on a racheté l'entreprise en mars 2010, on était déjà à moins 30 000 euros, on gagne 120 000 euros à la fin de l'année. Donc, tu jettes long, c'est ça? Ouais, mais t'as le droit de le dire. Je veux juste rebondir avant de donner des exemples concrets de ce qui a été mis en place. Ah bon. Donc je te dis pas les exemples parce que c'était ça le plus intéressant, je trouve. Oui, on va y revenir. Je voulais juste faire intervenir Sylvie sur les raisons dans la vie qui peuvent mener à s'intéresser à l'altruisme. On a parlé tout à l'heure de la préparation. Oui. Oui, alors donc moi personnellement, ce qui m'a amené à être dans cette vision-là, c'est que je me suis rendu compte effectivement que si je ne m'occupais pas, si je ne faisais pas quelque chose qui était positif pour les autres, moi je n'allais pas bien. Et donc en fait j'en suis arrivée là, j'étais ingénieure en informatique et tout le temps de mon parcours où j'étais vraiment dans quelque chose où j'étais tournée vers les autres, ça marchait bien. Et quand c'était plus le cas, ça ne marchait plus bien, jusqu'à avoir finalement un burn-out. Et donc c'est la suite de ce burn-out qui m'a laissé 3 ans KO, que j'ai fait une introspection intense et que j'ai décidé finalement de répondre à cet appel intérieur qui est de m'occuper de l'humain, d'accompagner l'humain, parce que c'est le développement des compétences humaines, c'est ça qui m'anime. Et c'est grâce à ça que j'ai retrouvé la force finalement de repartir alors que j'étais KO. C'est parce que j'ai remis du sens dans ma vie que j'ai pu reprendre une activité professionnelle, parce que sinon ça ne marchait plus. Il y avait un blocage, le moteur était cassé, il n'y avait plus de motivation. Et donc c'est bien dans cette question de donner quelque chose et de faire quelque chose qui va avoir une répercussion positive sur les autres. C'est ça qui m'a remise en route, donc c'est finalement l'altruisme. Donc, on va dire, première action concrète, c'est effectivement proposer à mes 4 collaborateurs d'être associés dans l'entreprise, on va dire partager le risque, partager l'entreprise, partager les bénéfices. Et puis, ensuite, on a commencé à embaucher un peu de monde, c'était en 2010, on était 5, aujourd'hui on est 26 après-demain, dans 2 jours. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire pour les autres, les jeunes qui arrivent, comment les impliquer, les motiver, leur donner l'envie, et les remercier en même temps. Et donc on a mis en place l'intéressement, puisque pour Brico Dépôt, on avait fait une vidéo à l'époque où il mettait en place le lancement de l'intéressement. Je me suis dit, mince, c'est pas mal. J'ai demandé à mon comptable, à mon banquier, je dis, est-ce qu'on peut le mettre, cet intéressement, dans notre petite entreprise? Et il y avait quelques petites entreprises qui le faisaient, donc on a dit, allez, on a fait. Je dis, j'aimerais bien donner un tiers, 33%, dans cet intéressement, quelque chose de significatif. Enfin, le banquier me dit, vous êtes fou. Je dis non, je pense que c'est logique et normal. Un tiers,
c'est bien, c'est leur succès. Un tiers reste dans l'entreprise et un tiers pour les gens qui ont risqué leur pognon, c'est-à-dire les gens qui ont racheté, c'est-à-dire les actionnaires. Moi et mes 4 autres collaborateurs. Et donc on a mis en place ça. Deuxième geste, donc c'était mis en place l'intéressement PE-PERCO avec un abondement à 100% sur le plan d'épargne d'entreprise et 200% sur le PERCO pour la retraite, pour les petits jeunes que j'avais, pour les encourager à mettre de l'argent de côté. Et puis voilà, puis ensuite on a mis en place plein d'autres choses. Les grands faisaient des séminaires, on filmait les séminaires, j'ai dit on va faire un séminaire. Le premier on l'a fait à Marrakech, le dernier on l'a fait en Laponie, avec toute l'équipe, pas de sélection, c'est pas que les cadres qui ont le droit d'aller en Laponie ou à Marrakech. Et voilà, donc pas mal de petites actions comme ça qu'on a mis en place pour deux choses. Pour remercier chacun en partageant les gains à partir du moment où il y a des gains. Deuxième chose, pour prendre du plaisir ensemble, ce qui est souvent l'objectif des séminaires. Prendre du plaisir ensemble, mieux se connaître. Voilà. Donc voilà quelques exemples très concrets. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, bon, il y a une bonne entreprise, il y a une bonne ambiance d'entreprise, l'entreprise gagne. Pour info, l'intéressement, l'année dernière, il y a 2 ans, ils ont eu 2 mois de salaire net en plus pour une petite entreprise d'une vingtaine de salariés à l'époque. C'est pas idiot, quoi. Je veux dire, c'est le 13e ou 14e mois des grosses entreprises, s'il y en a encore aujourd'hui, je sais pas. Et puis, l'année dernière, ils ont eu un mois et demi de salaire net en plus. Donc, je veux dire, on est gagnant et pourtant on est sur un domaine très concurrentiel, avec, je disais tout à l'heure, des autres entrepreneurs qui sont pas chers du tout, avec mon plus gros confrère qui a déposé le bilan il y a, mon confrère qui a déposé le bilan il y a une semaine. Et d'ailleurs, la 26e personne qui rentre, c'est quelqu'un de chez lui. Mais donc voilà, savoir partager, ça c'est ma façon de penser, hein. Savoir partager, et automatiquement vous avez un retour, enfin, et puis quand vous l'avez pas, bah tant pis, vous avez joué, vous avez perdu, mais c'est pas grave. On avance, et en tout cas on est aussi propre avec soi-même par rapport aux valeurs qu'on a. Voilà. J'ai beaucoup expliqué de choses, je vais laisser la parole aux autres, parce que Alors, c'est François, pas bon, je crois ça. merci. Alors François, justement, au sein de Kiabi, quelle forme ça a pu prendre ce management avec le tourisme? Je vais juste revenir sur le sens qui est le mien en tout cas. J'ai eu à un moment de ma carrière une réflexion perso, c'est-à-dire je suis rentré dans la distribution très tôt, étudiant. J'étais un étudiant fantôme dans ce campus par exemple. Mais du coup, pas à la quarantaine, mais vers la trentaine, je me suis dit voilà, je gagne suffisamment de pognon, plus que la moyenne. J'ai assuré la sécurité de ma famille, je suis sur de bons rails, je ne suis pas équilibré en fait. Je suis un petit caporal de centre commercial, comme dit Souchon. J'ai une sœur qui s'occupe d'enfants handicapés et elle a l'impression dans sa vie. Quoi. Moi, je vends des fringues pas chères. Je suis un inspecteur des travaux finis général. Donc, j'étais pas super équilibré et on a la chance chez Kiabi d'avoir des formations de développement perso et un formateur m'a dit mais en fait, tu te rends pas compte de ton rôle social. Aujourd'hui, tu es patron de combien de personnes? À l'époque, il me dit, non, mais en cascade, ça fait combien? Alors, j'étais directeur opérationnel, je crois, et ça faisait 1200 personnes. 1200 personnes, ça fait 1200 foyers, fois 2,5, ça fait quand même un sacré village. Ça fait un sacré village. Je vois pas où tu vas en venir, mais tu as un impact direct sur 1200 foyers et sur la vie de 2500 personnes. Est-ce que tu as un manager sympa? Est-ce que tu es un con? Est-ce que tu mets de la pression, du stress? Ou est-ce que tu es plutôt quelqu'un de constructif qui essaie de faire grandir les personnes? Et ouais, oui, je suis un manager comme ça, je suis un manager dynamiste depuis toujours, et ça m'a vachement équilibré. Je me suis dit, ok, j'ai trouvé mon rôle social, pas besoin d'aller passer mes week-ends au Resto du Cœur ou autre. Ça commence comme ça, en fait, finalement, les réflexions, et ça fait des rebonds. Chacun trouve sa propre histoire, avec ses propres valeurs, et la quête de sens dont tu parlais tout à l'heure. Donc chez Kiabi, il se passe quoi? Alors, chez Kiabi et dans les boîtes du groupe Mulier, en règle générale, il y a des vieux adages qui sont historiques, ça date de 40 ans, on parle du partage du savoir, de l'avoir, il m'en manque un, du pouvoir, c'est Marianne. C'est quand même des tontons flingueurs de l'FM qui ont inventé ça il y a 50 ans. Quoi. Donc ça, c'est toujours remis en circulation, remodernisé. Et chez Kiabi, quand on parle de libération, en tout cas de transformation humaine et managériale, tout ça s'est relancé. On a remis la liberté d'action au centre de tous les métiers, avec un principe, un précepte, c'est tout ce que tu fais au service du client, tu es libre de prendre des décisions. C'est le cadre de départ. Et du coup, ça amène des choses extraordinaires. Hein. C'est-à-dire qu'une boîte comme la nôtre a des règles de tout genre, les retours et remboursements, c'est sous 70 heures, avec le ticket de caisse, le truc, le machin. Ouais, sauf que la cliente que je connais depuis 20 ans,
est-ce que je peux lui faire un geste? Là, on était bloqué par nos normes, et puis les commerçants sont sortis de leurs normes, par exemple. Et ça commence par des petits gestes de ce genre-là, et ça finit par un mode de vie dans les équipes, que ce soit en magasin ou dans les métiers d'expert au siège, où on prend plus d'initiatives, on ose, le droit à l'erreur est présent, la confiance est beaucoup plus présente. Si on prend des métiers d'expertise, par exemple, nos collègues comptables se sont aperçus qu'ils passaient des heures et des heures à faire des contrôles sur contrôles de choses qui finalement n'avaient d'effet d'impact que dans 1% des occurrences. Donc ils se sont dit, bon, pour 1% des occurrences, on arrête. On va se faire davantage confiance et on accepte ce pourcentage d'erreurs. Par contre, le temps qu'on récupère, on le donne à nos clients au magasin et on passe plus de temps à les coacher et à leur donner de l'information. À l'échelle d'une grosse boîte, ça a des effets nénuphars dans tous les sens et c'est assez incroyable. Alors, je voulais revenir, tu parlais justement de l'AFM et d'un certain nombre de convictions au niveau culturel et management. Il y a notamment l'exercice vision qui existe dans à peu près toutes les filiales. Est-ce que tu penses que ça participe, cet exercice, et peut-être tu peux en dire deux mots pour ceux qui ne connaissent pas le principe, mais à ce management et à cet état d'esprit? Ouais, le terme vision, en fait, c'est la déclinaison stratégique qui est le plus long terme. C'est-à-dire qu'on connaît tous les feuilles de route, tous les plans d'action, c'est des échéances 1 à 2 ans, c'est assez opérationnel, on s'engage, il y a un début, une fin, on sait le calculer, c'est mesurable. Après, on parle de stratégie à 5 ans, c'est-à-dire qu'on a des axes qui sont là un peu plus difficiles à toucher dans les 1 ou 2 ans, ça demande des développements, de la réflexion, on n'est peut-être pas toujours mieux pour le faire, on n'a pas le budget pour tout. Et puis la vision c'est 10-20 ans, c'est même pas qualifiable en fait, c'est quel est le sens de l'entreprise, quel est son objectif, et du coup, ce sens-là, il est co-construit avec tout le monde. Les visions chez Kiabi, en tout cas la vision d'entreprise, elle a été élaborée avec tous les collègues de tout métier, de tout pays, de manière à ce que chacun ait un cap commun. Ce cap commun à 10 ou 20 ans, c'est ce qui permet d'écrire la stratégie à 5 et les plans d'action à 1 ou 2. Alors on n'est pas les précurseurs en la matière, je crois que d'autres boîtes de l'AFM sont parties de nous. Leroy Merlin fait valoir d'exemple sur ce sujet-là par exemple, mais c'est hyper structurant. Quand on parle d'une entreprise libérée, en fait on parle d'une entreprise qui a un cap commun, d'une entreprise qui cherche le bien-être de ses collaborateurs et qui est dans des organisations agiles. Donc c'est un des piliers de la transformation de vie. Très court, oui. Est-ce que tu peux et d'autres? Et je me suis dit, pourquoi je le ferais, encore une fois, pourquoi je ne le ferais pas dans ma petite entreprise? Et on a travaillé avec quelqu'un qui va être là ce soir parce que c'est un promo 1985, c'est Thierry Lesage, Société 20. Donc je lui ai dit, Thierry, ça me semble être dans tes cordes, est-ce que tu peux nous accompagner pour le travail sur notre vision? Et on a travaillé vision, mission, valeur. Et on a fait travailler, comme tu le dis, parce que j'avais l'exemple aussi, puisque j'ai l'accompagnement avec Thierry, de faire ça avec les collaborateurs et par les collaborateurs. Et on a fini avec des valeurs qui sont, et on parle d'altruisme, et c'est eux qui les ont sortis, partage, plaisir et audace. Donc voilà. Juste témoignage pour compléter ce que tu dis, dans une petite entreprise et qui s'appelle pas Groupe Mullier, qui n'a pas d'actionnaire à la Mullier et qui a des clients comme Mullier. Je veux dire, on peut le faire aussi, quoi. Et ça fait partie de l'esprit global de cette entreprise. Enfin, d'une entreprise, que ce soit la mienne ou une autre. Pascal, sur la quête de sens, est-ce que on peut revenir sur ton expérience sur ce point? Alors, avant de revenir sur mon expérience, je voulais juste répondre tout à l'heure sur pourquoi mettre ou remettre l'humain au centre des préoccupations des entreprises. J'ai envie de répondre juste parce que nous sommes humains, naturellement. Et je suis allée voir dimanche, je ne sais pas si vous avez vu, le dernier film de science-fiction avec comment il s'appelle, Harrison Ford. Je ne saurais plus le Blade Runner. Oui, voilà. Et où on voit donc des réplicants qui sont des copies numériques des êtres humains. Franchement, ça donne pas du tout envie d'être dans une société avec des réplicants. Donc je préfère vraiment une société avec des vrais êtres humains, et donc c'est pour ça qu'il faut en prendre soin. Alors la question? Par rapport à ton parcours, oui. À cette quête de sens personnel, peut-être, et que tu as pu après transmettre dans tes formations. Alors, comme je le disais tout à l'heure, moi j'ai eu la chance, à 21 ans, j'ai repris l'entreprise familiale de bâtiment, donc j'ai été jetée dans le bain de l'entrepreneuriat tout bébé. Et ensuite j'ai poursuivi, j'ai gardé cette entreprise 10 ans, et ensuite j'ai fait 15 ans de direction de centre de profit. Et j'ai vraiment eu la chance au cours de toute cette expérience de vraiment trouver du sens, et vraiment de concilier
mon épanouissement personnel avec finalement l'entreprise dans laquelle j'étais, la réussite de l'entreprise dans laquelle j'étais. Et puis au bout de 25 ans, par contre, il m'est arrivé de voir des personnes en difficulté, en souffrance dans d'autres entreprises. Et du coup, au bout de 25 ans de management, la question que je me suis posée, et c'était probablement altruiste, mais de façon inconsciente, c'était qu'est-ce que je fais de ces 25 ans de management et de direction d'entreprise, de cette expérience, et comment je la mets au service des personnes dans le cadre de leur développement personnel et professionnel, puisque je ne différencie pas les deux. Hein, on est une seule et même personne, donc je pense qu'on ne laisse pas une partie de nous à la porte de l'entreprise et vice-versa. Donc c'est important d'être vraiment aligné, de trouver du sens. Et du coup, la réponse a été l'accompagnement. Et c'est donc, voilà, c'est vraiment l'origine de mon métier d'aujourd'hui. C'est d'accompagner les hommes et les femmes à trouver du sens dans ce qu'ils font pour véritablement être heureux, être en lien, être reliés à leurs valeurs fondamentales. Parce qu'on trouve un sens du sens, pour le coup, qu'en étant vraiment connectés à ce qui nous anime, à notre humanité commune, finalement. Et c'est du coaching du dirigeant ou une expertise de l'entreprise? Alors, de l'entreprise pour voir qu'est-ce qui peut être mis en place? Il y a les deux, mais c'est vrai que c'est aussi là-dessus qu'on appuie notre philosophie entreprendre et développer avec altruisme. C'est ce qui a été dit par Eric et par François, c'est qu'effectivement, tout part de l'état d'esprit du dirigeant. Le dirigeant a un impact forcément sur les personnes qu'il a dans son entreprise, sur l'environnement d'entreprise. Et donc s'il a cet état d'esprit, s'il a cette attention de développer l'altruisme, ben ensuite ça crée un cercle vertueux, là, François l'a bien dit. Et donc on est vraiment on sort du cercle vicieux et pour rentrer dans un cercle vertueux au service de tout le monde et finalement au service du monde. C'est un peu la part du colibri de Pierre Rabhi, où tout le monde fait sa petite part pour contribuer au changement positif du monde. Et je pense qu'on a tous notre rôle à jouer et d'autant plus quand on a des responsabilités, quand on fait travailler, quand on accompagne des personnes. Alors, comment fait-on quand c'est pas dans les gènes d'entreprise, dans les gènes du créateur, pour justement en tant que coach mettre en place ce genre de stratégie Alors, il faut forcément qu'il y ait une demande. Donc au départ, c'est une conscience, c'est une prise de conscience. Donc il y a la prise de conscience de l'individu. On est dans le siècle de l'éveil des consciences, donc c'est le bon moment pour s'éveiller à ça. Et je crois qu'on le constate. Il y a de plus en plus d'exemples, il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui agissent dans ce sens-là, en trouvant du sens, en se mettant au service des autres. Sans oublier l'entreprise, parce qu'on l'a dit quand même, l'altruisme, ça n'est pas l'égoïsme évidemment, mais ça n'est pas non plus le sacrifice. Donc c'est toujours une question d'équilibre. Donc à partir du moment où il y a cet éveil des consciences, cette prise de conscience que voilà, peut-être effectivement j'ai une entreprise, je gagne de l'argent, ok, est-ce que pour autant je suis heureux, est-ce que pour autant ça me permet de répondre à mes valeurs fondamentales? La question que s'est posée François finalement à un moment donné, bon, il a trouvé la réponse et il était au bon endroit. Mais il y a des personnes, il y a des chefs d'entreprise qui sont peut-être au bon endroit, mais qui ne mettent pas forcément tous les bons ingrédients en place pour développer ça. Et donc à partir de cette prise de conscience, le premier travail, c'est effectivement le travail sur soi, se connaître. Donc connaître comment je fonctionne en tant qu'être humain. À partir du moment où je commence à connaître comment je fonctionne en tant qu'être humain, je connais comment fonctionnent les autres êtres humains, parce qu'on a quand même beaucoup de choses en commun, on a l'humanité en commun. Et donc je pense que ça part de là, quoi. Ça part de là. Vraiment la connaissance personnelle, et puis qui va déboucher sur du coup, des actions beaucoup plus concrètes qui vont bénéficier à l'ensemble des personnes qui contribuent à la réussite de l'entreprise. Merci. Alors peut-être vous allez parler un petit peu maintenant des bénéfices, en tout cas de la valeur qui est apportée par ce type de démarche, que ce soit pour les collaborateurs de l'entreprise, pour les clients, on parlait tout à l'heure, pour les actionnaires, pour les dirigeants. Je vais peut-être me tourner d'abord vers Eric, et puis ensuite vers François qui a le micro, ce sera plus simple. Et puis Eric ensuite, comment est-ce que vous l'apercevez cette valeur? S'il va y avoir une unité de mesure, c'est l'engagement. Le terme consacré, c'est évidemment des collègues qui se retrouvent avec des jobs plus intéressants, avec du sens, avec de l'envie et une motivation décuplée. C'est un engagement complètement différent et c'est assez troublant de voir qu'on a un laps de temps assez court en fait. Il y a des mutations, on a
de dire, de collègues qui font le même job depuis 20 ans et qui manager d'une manière totalement différente, en leur donnant plus de sens, plus de liberté et plus d'action, se métamorphose véritablement en un temps court. C'est assez troublant à constater. Dans une boîte qui est assez vieille, on peut avoir ce type d'exemple. Cet engagement-là, en fait, il permet de passer des étapes, de franchir des montagnes qu'on n'imaginait pas possible. On partage les responsabilités, on partage les missions, et du coup on va beaucoup plus loin. C'est assez, ça paraît assez simple de le dire comme ça, mais si on prend des métiers relativement simples à comprendre comme les vendeuses dans les magasins Kiabi, pendant longtemps elles ont été managées à la productivité et à la tâche. Kiabi, ça a longtemps été les supermarchés de la fringue, c'est pas cher, il y a du volume, il faut que ça brasse, il n'y a pas de vente, on range, on plie et on encaisse pour schématiser. Ces conseillères-là, c'est pas ce qu'elles voulaient faire comme métier en fait. Elles veulent avoir du contact client, elles sont conscientes du volume, elles sont conscientes de la gestion des frais perso, parce qu'on est dans un équilibre petit prix, dit petite marge, petit frais. Donc tout ça, une fois qu'elles l'ont bien intégré, elles ont tout ça en conscience, et en même temps, avec le même temps horaire, elles arrivent à faire des choses qu'elles ne faisaient pas avant, parce qu'elles ont envie de le faire, parce qu'on les laisse les faire, parce qu'on les laisse s'organiser différemment. Et ça dépasse des montagnes. Ça s'est concrétisé comment? Des formations, il y a eu des séminaires, des formations c'est un temps long, c'est-à-dire que ça touche plus les collègues d'une manière archi différente. Ça vient chercher ses propres valeurs. C'est assez troublant, c'est-à-dire que la vendeuse qui est concernée, elle n'y voit que du bénéfice. Par contre, le manager qui est dans encore un vilain mot, mais en management intermédiaire, lui se dit mais je vais perdre une partie de mon pouvoir. Et donc lui peut influencer plus ou moins rapidement l'évolution des choses. S'il comprend l'intérêt qu'il a lui-même à mettre en place ce type de management, il va décupler l'action de sa propre équipe, il va pouvoir faire d'autres choses, plus intéressant. Mais ça ne va pas à la même vitesse selon les individus. Et donc une conduite de changement comme celle-là, elle est permanente, elle est longue. On est loin d'être arrivé, on est loin d'avoir touché le Graal en termes d'engagement de tous nos collègues chez Kiabi, c'est sûr. Je vais prolonger avant de donner la parole à Eric, mais on parle beaucoup des digital natives, des générations numériques, on commence un peu à en parler un peu plus des digital natives. Comment est-ce que vous percevez l'imbrication, mais l'intégration de ces nouvelles générations dans ce mode de management? Est-ce qu'ils sont moteurs? Est-ce qu'ils sont demandeurs? Est-ce qu'au contraire, ils trouvent ça complètement hallucinant? Je ne sais pas. Quelle est leur façon de percevoir? Je n'aime pas les conflits de génération. Il y avait des fainéants de ma génération et il y en a de nouvelles générations. Il y a plus de quête de sens, c'est sûr, chez les collègues plus jeunes. Ils ont envie que tout ait un sens dans leur vie et ils acceptent moins, sans doute, qu'un job ait pas de valeur ajoutée, soit intellectuelle, soit d'ambiance, soit peut-être. Mais en même temps, on est tous contraints par un marché du travail qui est quand même toujours pas super flatteur. Donc on le sent pas, moi je ne sens pas d'écart de génération par rapport à ce type de management en fait. Les plus anciennes chez Kiabi sont parties aussi vite que les plus jeunes. Par contre, c'est sûr, Kiabi en l'espace de 5 ans est devenu une entreprise sexy alors que ça ne l'était pas du tout. On est devenu une entreprise un peu plus désirable que ce qu'on était. Okay, c'est un impact prix l'employeur, je crois. Donc c'est un impact aussi sur la marque employeur. Eric, peut-être quelques retours de la valeur que tu vois de ce type de management auprès de tes équipes? Donc, effectivement, au niveau des équipes et au niveau des clients, vous demandiez qu'est-ce qu'on peut voir concret. Donc, encore une fois, je vais vous donner du concret, des exemples. Notre entreprise, depuis qu'on l'a racheté avec 4 de mes collaborateurs, en 7 ans, c'était en 2010 quand on l'a racheté, en 7 ans, on est passé de 5 à 26. Donc, on se développe, donc ça marche. On a des collaborateurs qui sont heureux, en tout cas, je veux dire, je parle pour eux, ils sont pas là, ils ne vont pas dire le contraire. Mais en tout cas, ils ne nous quittent pas. Je suis obligé d'embaucher des jeunes pour toujours avoir cette jeunesse de communication, pour être toujours dans le coup. Donc on embauche chaque année des jeunes, et c'est comme ça que l'entreprise se développe, parce que notre business il se développe. Nos clients, pareil, quel exemple? On travaille bien sûr avec le groupe Mullier. Pourquoi on travaille avec Brico Dépôt? Parce que c'est un ancien de Auchan qui est parti chez Brico Dépôt, il nous a emmené avec lui dans sa valise, et on est resté aussi à Auchan. Pourquoi on travaille? Après, il y en a un de Brico Dépôt qui nous a connus parce qu'on était chez eux,
qui est parti chez Groupe Flow, Hippopotamus, etc. Il nous a emmené avec lui, on travaille avec le Groupe Flow. Un autre Auchan est parti à Fnac, on travaille avec Fnac Darty maintenant, et je parle au niveau national. Donc, si on fait du bon boulot, si les clients se sentent bien, si les collaborateurs se sentent bien, tout ça, ça crée un bel environnement, et du coup, ben, ça fonctionne, ça marche naturellement, sans faire d'efforts. Et voilà, après, il faut être dans le coup au niveau du produit qu'on propose, aussi bien en termes d'esthétique, de messages qui passent, de prix, etc. Mais si tout est dans les normes, dans les règles, c'est le petit plus qui fait que ça fonctionne bien, et c'est du vrai concret, quoi. Notre entreprise se développe, nos clients sont contents, ils nous emmènent avec eux, ceux qui restent nous gardent avec eux, enfin voilà, ça marche vraiment. François, au niveau embauche, dans l'entretien de recrutement, est-ce que c'est un élément qui est apporté et présenté aux gens qui cherchent à rentrer chez vous? Et après, au niveau de turnover, est-ce que vous avez senti vraiment des variations importantes? Ouais, alors déjà dans le mode de recrutement ont vraiment changé. C'est-à-dire qu'on partage le projet d'entreprise au moment de tous les recrutements, c'est sûr, on partage les valeurs, et même sous la forme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, chez Kiabi, la plupart des recrutements se font en cours recrutement. C'est devenu assez banal qu'un directeur de magasin soit recruté, en tout cas dans la validation finale, par les conseillers de vente du même magasin. Le conseiller de vente est coopté par tous ses collègues. En fait. Donc l'état d'esprit de l'entreprise a été dès l'embauche, c'est sûr, parce que ça reste exigeant comme mode de fonctionnement, il faut adhérer. Et les équipes sont hyper attentives parce qu'on est des gens qui soient tout de suite dans le bon move, avec les bonnes valeurs et l'envie de fonctionner comme ça. Alors Eric, je vais te laisser bien évidemment rajouter un mot, mais je voulais poser une question maintenant à chacun, puisqu'on approche progressivement de la fin. Il y a ici plein d'entrepreneurs, de cadres, de managers, de collaborateurs divers et variés. Je pense que, moi je suis convaincu qu'on peut mettre ce genre de démarche assez facilement en place à une petite échelle, même si à l'échelle d'une entreprise, il faut bien que ce soit impulsé par le haut. Et si vous deviez donner chacun quelques conseils sur comment engager ce type de démarche, très concrètement, au sein d'une entreprise, au sein d'un service, d'une équipe, quels seraient ces conseils? Je vais le faire rapidement, vous avez déjà suffisamment parlé comme ça, mais il y a un modèle qui me parle bien en ce moment, qui s'appelle la symétrie des attentions. Et je pense que c'est un modèle stratégique qui est complètement adapté à un management altruiste. C'est-à-dire que le modèle stratégique consiste à se dire tout ce que je fais pour mes clients, j'en donne autant pour mon équipe. Et il faut se plier à l'exercice d'écrire sa stratégie en se disant je tire un trait et dans ma colonne client, j'en ai autant que dans ma colonne collaborateur. Voilà. Très intéressant. Eric? Ouais, c'est génial, c'est curieux, parce que quand j'ai un nouveau collaborateur qui rentre, donc on lui explique effectivement tous les systèmes qui existent dans l'entreprise, comme je vous ai présenté très rapidement tout à l'heure, mais je leur fais un triangle, c'est un peu comme toi ce que tu dis, un triangle, je leur dis voilà, il y a le client, il y a l'entreprise et il y a le collaborateur. Voilà, c'est ça. Et je dis on ne doit pas taper vers le client, on ne doit pas taper vers le collaborateur, c'est pas le collaborateur qui doit se faire plaisir à faire le plus beau film qu'il a envie de faire tel qu'il le pense, on ne doit pas faire ce que le client. Enfin, on ne doit pas dire oui, amen, à tout ce que le client veut, parce qu'on doit lui donner ce qu'il a acheté, ce qu'il était prêt à dépenser et l'objectif qu'il voulait pour son produit, pour son film. Et l'entreprise aussi doit être pérenne et doit être encore là dans 25 ans de nouveau. Donc il faut effectivement taper au centre de ce triangle dans notre travail. Et voilà. Donc ça rejoint un peu ce que tu disais avec intérêt client, intérêt collaborateur. Je rajoute aussi intérêt d'entreprise, pour qu'elle soit toujours présente dans quelques années. Je voulais juste rajouter tout à l'heure, quand tu parlais des digital natives et des générations Y, etc., ou toi peut-être, c'est qu'effectivement, moi j'ai beaucoup de jeunes dans mon entreprise, hein, c'est moi qui plombe la moyenne, on va dire, et ces jeunes, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent plusieurs choses de ce que moi je peux ressentir. Ils attendent d'être impliqués, d'être concernés, d'être responsabilisés. Donc le fait de mettre en place l'intéressement, le fait de les intégrer dans le capital pour certains, le fait de leur laisser de la responsabilité de l'autonomie. En plus, ça nous allège vachement la tête, enfin les petits chefs d'entreprise, parce que du coup, on n'a pas besoin de tout vérifier, ils s'auto-contrôlent, ils font pour bien faire. C'est leur intérêt, c'est notre intérêt, c'est l'intérêt du client, de l'entreprise et du collaborateur. Donc, ils ont besoin de cette reconnaissance. Ils ont besoin aussi de pouvoir faire ce qu'ils ont envie et de trouver du sens. Et parfois, donc j'en ai qui partent, mais ils ne partent pas à la concurrence. Ils partent pour s'installer à leur compte. Et ils me le disent longtemps avant.
Là, je sais déjà que j'en ai un qui part en décembre, j'ai un autre qui part en février. Ils m'ont dit à l'avance, et ils vont se mettre dans ce qu'ils savent faire, dans leur métier, c'est des bons en plus. Et on continue, puisque j'en ai quelques-uns qui sont partis, qui se sont installés ou en auto-entrepreneurs ou en société. On continue à les faire travailler, entre guillemets en sous-traitance, parce qu'on sait comment ils bossent. On est leur premier client assez souvent en plus. Et on est même, enfin je veux dire, on est actionnaire pour 33% chez un de nos collaborateurs qui s'est mis en société. On a un tiers de capital. Donc on a aussi fait de l'essaimage en fait. Pareil, c'est un truc que j'ai eu ailleurs quand il m'a dit je vais m'installer mon compte. J'ai dit tu t'installes comme auto-entrepreneur, entreprise et d'entreprise. Je dis tu veux faire quoi? Je dis écoute, ça correspond aussi à ce que j'aimerais qu'on continue à faire ensemble. Donc est-ce qu'on peut pas rentrer avec toi au capital? Et puis on commence à discuter comme ça. Et puis donc il dit ah bon attends voilà, donc dans les freins, c'est peut-être la question suivante, il y en a encore une. C'est dans les freins effectivement c'est toujours quand un collaborateur ne connaît pas la vision, les valeurs de l'entreprise et du chef d'entreprise et des collaborateurs, il y a toujours une défiance. C'est pas normal que quelqu'un donne, c'est pas normal d'être généreux, d'être altruiste, c'est pas normal de ne pas penser égoïstement à son porte-monnaie, de ne pas penser à son intérêt à soi. Et donc, au début, il y a toujours de la méfiance. Mais la méfiance, bah, c'est tout, elle est là. On ne va pas lui dire non, non, je te jure, c'est vrai. C'est les actes qui vont prouver. Et puis, c'est les autres qui vont le dire aussi, comment ça se passe dans l'entreprise. Je pense à toi aussi qui est. Donc voilà. Je passe. Oui, alors, moi, je vois deux choses importantes. La première, c'est effectivement de prendre conscience, de prendre du recul pour prendre conscience de l'impact de ses décisions et de ses actions, à la fois sur soi, sur l'écosystème de l'entreprise, donc ça englobe évidemment les collaborateurs, les partenaires, les sous-traitants, les fournisseurs, les clients, sur l'impact sur le monde également, hein, en termes d'environnement, et prendre conscience de ces impacts à court terme, à moyen terme et à long terme. Et donc de vérifier finalement si l'action que je vais poser ou la décision que je vais prendre est bonne pour tout le monde, si c'est équilibré. Et puis deuxième point qui me paraît important, c'est la notion de confiance, le regard de confiance à poser sur les gens avec lesquels nous travaillons. Et là j'ai juste une petite anecdote qui date de mon papa, donc ça remonte à un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître évidemment. Papa était chef d'entreprise, il avait une entreprise de bâtiment, et puis il avait embauché dans les années 70 un jeune collaborateur, un jeune ouvrier, qui venait de Tunisie. Donc il était arrivé de Tunisie pour gagner de l'argent et pour en envoyer à sa famille. Et puis il était à peine arrivé dans l'entreprise de quelques semaines, alors j'étais jeune, hein, mais cette histoire m'a marqué, je me souviens encore, que le papa, ce garçon tunisien, décède dans le pays, en Tunisie. Et donc évidemment il n'avait pas d'argent pour faire le voyage, repartir, pour aller enterrer son papa. Et donc il est venu en parler à mon père en disant voilà, est-ce que vous accepteriez de me prêter de l'argent pour faire l'aller-retour? Et donc papa a dit bah ok, je te prête de l'argent. Il a pas, je crois qu'il a fait confiance spontanément parce qu'il y avait le risque qu'il ne revienne jamais, évidemment. Donc finalement c'était pas très important ce risque, hein, c'était juste un petit risque financier. Il lui a fait confiance, il lui a donné l'argent pour faire l'aller-retour. Et non seulement ce monsieur, il s'appelait Salah, il est revenu, mais je peux vous dire qu'il est resté fidèle à l'entreprise, mais jusqu'au bout de l'entreprise, mais avec une fidélité, un engagement décuplé. Juste parce qu'au départ, il y a eu un regard de confiance qui a été posé sur lui. En fait, papa a reconnu son besoin humain, hein, d'aller dire au revoir à son père, quoi. Elle est intéressante. Alors, les conseils à donner à un chef d'entreprise qui voudrait entamer cette démarche, j'ai réagi à ce que tu disais tout à l'heure, quand tu parlais de « ça a mis du temps ». Et bien oui, il faut de la patience, ça a mis du temps. Le changement, ça met un peu de temps, et donc c'est d'accueillir tout ce qui va se passer, finalement, c'est d'accueillir notre humanité là où elle est, et de l'emmener un tout petit peu plus loin. Donc, cette question du temps, elle est cruciale, et on le sait aujourd'hui, on court tous après le temps. Donc c'est déjà de commencer à arrêter de courir après le temps. Deuxième chose, c'était aussi cette confiance dont tu parlais, Pascal, la confiance dans la nature humaine.
simplement, si je pose ces intentions-là et si je les partage, avoir confiance dans le fait que les autres êtres humains qui m'entourent, mes collaborateurs, mes partenaires, etc., mais en fait, ils sont aussi comme moi et ils vont être heureux que je partage ça avec eux. Et je vais avoir de l'adhésion assez facilement. On est très, très surpris de ça. Et du coup, les bénéfices, c'est que vous acquérez auprès de vos collaborateurs ce que tu appelais l'engagement et dont tu as parlé aussi, qui est en fait ce qu'on appelle en jargon d'accompagnement la motivation intrinsèque, c'est-à-dire la motivation qui m'anime profondément de l'intérieur. Et quand nos collaborateurs sont en capacité de travailler en étant connectés à cette motivation-là, ça s'auto-alimente tout seul. Alors que la motivation habituelle, celle de notre monde qui n'est pas encore altruiste, c'est la motivation extrinsèque, la motivation de l'avoir. C'est-à-dire, si tu travailles bien, tu auras des sous. Et celle-là, c'est un puits sans fond qu'il faut toujours alimenter. Donc, voilà, le conseil, c'est vraiment ayez la confiance dans cette nature humaine. Dès qu'on lui donne la chance de fonctionner telle qu'elle est prévue, telle qu'elle est, elle ne nous fait que des cadeaux. Ok. Un petit point quand même sur Kiabi, puisque c'est toujours tous les tableaux, aussi beaux soient-ils, sont toujours et tous les chemins sont toujours pavés malheureusement de difficultés, d'embûches. Sur cette transformation dont tu parlais depuis tout à l'heure, François, quelles ont été, à ton avis, les plus grandes difficultés auxquelles vous avez dû faire face? Il n'y a pas de difficulté type. Le truc, c'est d'accepter le temps que ça prend. Parce qu'il y a plusieurs catégories. Il y a ceux qui sont convaincus dès le départ et qui ont envie d'aller vite. Il y a ceux qui sont un peu suiveurs dans le mouvement, et puis il y a les attentistes. Et forcément, ça prend du temps. On n'en a pas parlé, mais des clés de tout ce management altruiste, c'est l'écoute. C'est un des ingrédients nécessaires en fait, pour que ça fonctionne, c'est de passer du temps pour le sens, pour l'agilité, pour le bien-être, tout ça, mais il faut passer beaucoup de temps à écouter, plus qu'à parler finalement. Et donc ça prend du temps avant de, en fonction de la taille des équipes, mais à atteindre le point de bascule où finalement on est dans ce cercle vertueux dont on ne connaît pas encore la puissance, mais il faut accepter le temps que ça prend. Voilà. Et il y a nécessairement dans ce genre de démarche des gens qui ne s'y retrouvent pas. Parce qu'ils ont été élevés dans une idée de carrière professionnelle, de carrière associée à un pouvoir. Et c'est pas très grave, ces personnes-là, généralement, ils se reconnaissent et ils s'enfuient. Hein. On ne peut pas dire que chez Kiabi, il y a une fuite des cerveaux liée à ça, mais on a eu quelques départs de collègues qui ne s'y retrouvaient pas. C'est une des conséquences. C'est pas très grave. Ok. Avant qu'on passe aux questions dans la salle, j'aimerais que vous fassiez un petit mot de conclusion chacun sur ce thème. C'est carte blanche. Et Eric, ou alors on va commencer par Pascal. Entreprendre et diriger l'altruisme, ce n'est pas être dans un monde de bisounours. L'altruisme repose sur deux piliers qui sont la bienveillance et la compassion. Et je dirais que la bienveillance et la compassion, ce n'est pas la complaisance, ce n'est pas la pitié, ce n'est pas le laxisme. Donc, voilà, donc ça serait peut-être ça, ma conclusion, ce serait ça, voilà, pour ne pas tomber dans le monde des bisounours, c'est de bien rester sur la définition exacte de la bienveillance et de la compassion, et de ne pas tomber dans les excès de ces deux beaux mots, de ces deux belles qualités, de ces deux belles attitudes. Eh bien moi, je redirais ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est ayez confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance en la nature humaine. On est en chemin, et plus on est nombreux, plus on ira loin. Moi, mon dernier mot sera pour l'alignement, en tout cas que ça me procure, moi, élevé en école de commerce, à la compétitivité, à la productivité, à la concurrence, et tout ça, tous les codes du capitalisme, je les ai bien. Et finalement, ce mode de management qui porte un nom maintenant, et qui a des méthodes, qui est concret, m'a vachement aligné pro-perso. Et ça fait de moi sans doute un meilleur mari, un meilleur père, j'espère un meilleur manager. Mais en tout cas, ça m'a
Ouais, ça m'a bien aligné. Je vais te rejoindre encore une fois. En ce qui me concerne, effectivement, je vis vraiment en accord avec mes vraies valeurs, donc je vis bien. Le fait d'avoir responsabilisé, délégué, fait confiance aux autres, aux collaborateurs, ben, je dirais que quand j'ai créé l'entreprise, toutes les premières années, je prenais une semaine maximum de vacances par an, pour prendre encore une fois du concret un exemple, 3 jours parfois par an. Là, cette année, l'année dernière, c'était les 2 premières années où je faisais 6 fois une semaine, et la boîte elle tourne, et les gens sont responsabilisés, parce que le message aussi, c'est ce que je leur passe tout le temps comme autre message, c'est personne ne doit être indispensable dans notre entreprise, parce qu'on peut avoir envie de partir, d'où la liberté à chacun de pouvoir quitter cette entreprise, ils le savent, c'est pour ça qu'ils me préviennent à l'avance. C'est que, commençant à vieillir, je veux dire, je me dis, il y a un risque, il y a quand même des emplois, des familles derrière qui vivent, donc il faut que l'entreprise, même si moi je n'étais plus là, puisse continuer. Et aujourd'hui, je dirais, personne, on est tous importants, mais personne n'est indispensable. Donc, et l'altruisme aide à ça aussi. Merci beaucoup. Alors, on avait préparé, vous avez vu quelques questions, on n'avait pas répété, hein, donc ça s'est fait un petit peu en live, forcément. Est-ce que vous, par contre, maintenant, vous avez sans doute des questions à poser qu'on n'a pas pu poser? On vous laisse la parole. On avait dit si, c'est toujours la plus compliquée la première. Bonsoir, déjà merci pour vos témoignages. Je voulais avoir votre avis sur un élément d'actualité qui ne sont pas très éloigné du sujet de ce soir et qui est lié en fait à l'évolution, aux évolutions très fortes du Code du travail. Et dans les ordonnances récentes, il y en a une qui est absolument essentielle par rapport à ce soir, qui est le très fort développement du télétravail. C'est un des éléments nouveaux où désormais l'employeur devra créer très favorablement les conditions du télétravail. À un tel point que certains imaginent des sociétés, alors pas dans tous les secteurs d'activité, où les salariés vont être extrêmement nombreux à travailler chez eux et d'où des réflexions sur les espaces de travail, etc. Donc comment vous voyez l'évolution de cette vision altruiste en termes de management, hein, on parle de valeurs, de culture, comment vous percevez ça dans une vision projective avec cet environnement du travail qui est en évolution et qui va l'être très fortement, notamment avec cette nouvelle ordonnance. Alors moi je vois que de toute façon le télétravail c'est effectivement quelque chose qui correspond à une évolution de la société. Je pense que pour que ça se passe bien, il faut prendre en considération le besoin fondamental de l'être humain d'appartenance. Et donc de se sentir appartenir à un groupe, de se sentir appartenir à des gens qui partagent les mêmes valeurs. Et donc c'est difficile de se sentir appartenir à une entreprise si on est toujours tout seul. Donc je pense qu'il sera, pour que ça se passe correctement, il sera fondamental d'organiser les choses de manière à ce que les personnes puissent partager tout de même des choses ensemble et se sentir appartenir et qu'elles puissent développer tout de même de la solidarité, de la compassion les unes avec les autres et éviter d'être esselées. Parce que ça, ce serait catastrophique. Alors le télétravail, on en a parlé quand on a écrit notre vision, parce qu'effectivement on s'est dit, c'est la tendance, demain on peut y être, qu'est-ce qu'on fait en ce qui nous concerne? Et par rapport à l'esprit d'entreprise, pareil, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment compatible pour avoir cette unité. Donc je leur ai dit, moi je suis pas pour, je leur ai expliqué pourquoi, ils étaient en accord. Après il y a aussi, parce que je suis aussi délégué à l'URSSAF pour la CPME, et il y a aussi des règles, effectivement, qui existent par rapport à ça, qui sont extrêmement lourdes et compliquées. Il faut rémunérer une partie du local, il faut vérifier au niveau de l'assurance de la personne qui travaille chez elle, il faut lui payer une partie de son téléphone, de son imprimante, de son ordinateur. Peut-être, mais donc tout ça c'était jusqu'à présent extrêmement contraignant, alors tant mieux, parce que c'était un gros frein, de gros risques aussi pour le chef d'entreprise. Mais donc, pour revenir à ce moment-là, l'essentiel, c'est que pour qu'il y ait toujours cet esprit d'entreprise, il faut qu'on puisse se voir. Maintenant, j'en ai un, je vous dis, j'ai beaucoup de jeunes, il y en a un qui, son épouse, il a accouché, il travaille de chez lui, enfin, ça fait un peu plus d'un mois, mais il y a toujours des périodes où il vient chez nous, et il fait une grosse partie de chez lui pour voir ses enfants grandir, d'un commun accord, mais il y a besoin du groupe, hein, toujours. Donc c'est vraiment un aménagement cas par cas, mais c'est pas une règle. Et pour moi, on va tuer l'esprit d'entreprise
avec quelque chose comme ça, c'est pas évident. Je vais juste intervenir en 2 secondes, parce qu'on accompagne les entreprises dans sein de Gimli, dans la mise en place d'outils collaboratifs, notamment télétravail. Donc il était urgent que ce type de loi passe. Moi, je n'ai pas inscrit, alors que tous mes collaborateurs sont en télétravail, dans mes contrats de travail, ce genre de choses, tout simplement parce que j'étais en risque par rapport à la loi. On va enfin pouvoir se remettre à peu près en norme pour éviter, quand on rencontre dans ça, qu'on ait ce genre de grosses difficultés derrière. Par contre, je rejoins complètement Eric et Pascal sur la nécessité d'appartenance à un groupe. On a eu tendance, nous, à laisser, en plus j'ai des consultants, des commerciaux essentiellement dans les équipes, et à laisser vraiment se développer à toute vitesse le télétravail. On a les outils, c'est notre culture, on partage, on fait des conférences, etc. Et on est progressivement en train d'en revenir un tout petit peu, parce qu'il manque cette nécessité, j'allais dire c'est un stade grégaire, mais c'est presque ça, d'être en équipe, d'être en groupe, et de se voir, et d'avoir des moments de rencontre où, dans un cadre professionnel ou extra-professionnel, mais en tout cas l'équipe se réunit. Et je pense que c'est tout à fait essentiel. Une autre question ? Dans la salle ? Oui, il y en a une juste ici, merci. Vous avez souvent cité le terme entreprise libérée. Il y a un style de management qui est très à la mode en ce moment, on parle d'holacratie, où en fait, ce que j'en ai compris, c'est finalement la structuration de l'entreprise n'est plus en mode hiérarchique, mais en fonction des rôles que les collaborateurs peuvent jouer. Et les rôles sont interchangeables entre les collaborateurs. On peut juger et jouer un rôle, être le manager de son manager, etc. Est-ce que un management par l'altruisme favorise ça, l'utilise, et est-ce que vous êtes passé d'une structure entre guillemets de hiérarchie à une structure de les gens ont des rôles à jouer à des moments différents et les rôles peuvent changer? Alors, c'est pas tout à fait le cas chez Kiabi. Il y a des expérimentations d'organisation, puisqu'on parle de ça en allocratie, c'est ça. On a des expérimentations avec des communautés, des collectifs qui se créent autour de thèmes, qui soient des thèmes durables ou pas. On parle de gros sujets, comme on parle de sujets qui sont portés pendant 6 mois. Et effectivement, il y a un mélange des genres ça amène une espèce de transversalité, mais ça casse quand même pas tous les codes. Ça veut dire qu'à l'usage, à un moment, il faut qu'il y ait un pilote, il faut qu'il y ait un patron qui décide, il faut qu'il y ait un juge arbitre ultime. Souvent, quand on est trop dans le pot, on finit par tourner en rond. Je ne vais pas dire qu'on fait marche arrière, parce que c'est pas le cas. On a expérimenté des trucs assez dingues en termes d'organisation, mais le besoin du patron qui arbitre fait gagner un temps précieux. Donc est-ce que c'est cohérent avec un management altruiste? Évidemment, puisqu'on met les talents au cœur du système d'organisation. Donc forcément, ça se recoupe. Mais le raisonnement, il n'est pas l'organisation pour l'organisation. Le raisonnement, il est qu'est-ce qui crée le plus de valeur, en fait. Et si l'organisation permet de créer le plus de valeur, on va la tester. Et si ça fonctionne, on la garde. Si c'est pas bon, on change. C'est aussi un des grands principes, c'est de se dire on a cette capacité à avoir des organisations agiles qui se remettent en question tout le temps. Si ça marche bien, on garde. Si ça marche plus, on change. C'est une forme de maturité dans les organisations. Et on a un magnifique exemple dans la région aussi, pour ceux qui ne sont pas encore allés visiter, qui s'appelle OVH, qui est un exemple parfait de ce type de mode d'organisation agile. Par contre, il y a un chef. Je rejoins, c'est que tous les exemples d'organisation agile, quels qu'ils soient, il y a toujours quelqu'un qui arbitre, qui se soit à rôle, avec des rôles tournants ou autres. Mais en l'occurrence, chez OVH, tout le monde sait qui décide, in fine, et qui arbitre. Par contre, les équipes, ça s'organise en fonction de typologie de projet. Et le chef, c'est l'expert. En l'occurrence, là, non, c'est Octave. Je dirais ça demande en fait ce type de management, naturellement l'altruisme, manager avec altruisme va y contribuer, ça demande d'avoir vraiment quelque chose de clair au niveau du sens pour pouvoir avoir cette flexibilité des rôles. Il faut que le sens soit extrêmement clair et partagé, donc du coup on rentre de nouveau dans l'altruisme. Pour que le sens soit partagé par tout le monde, obligatoirement on a de l'altruisme. Et ça demande aussi, pour pouvoir se détacher du rôle,
que les gens soient dans une certaine maturité, comme tu le disais, qui demande d'être un peu moins esclave de son ego, entre guillemets. Donc voilà pour moi ce que je verrais comme apport sur le management allocratique. Il nous reste encore un tout petit peu de temps pour des questions complémentaires. Oui. J'aurais une question sur le fait, est-ce ce qui relève du management tel que vous l'avez décrit et est relié à une culture d'entreprise. Donc ce que je comprends dans vos exemples, c'est quelque part une très grosse société comme Kiabi ou une plus petite. On comprend qu'elles ont été originellement portées par des actionnaires, des dirigeants qui étaient dans cet état d'esprit-là et ils ont créé une culture d'entreprise qui fait que ça fonctionne. Moi, ma grande interrogation, c'est est-ce qu'une entreprise qui n'est originellement pas dans cette culture et qui est dans une culture classique, très hiérarchisée, command and control, etc., est-ce que finalement ça peut se transformer? Moi, par rapport à ça, j'ai beaucoup de doutes. J'ai l'impression qu'on parle d'ADN, on parle de culture d'entreprise, et j'ai finalement l'impression qu'une culture d'entreprise, une entreprise qui a une culture originellement très hiérarchisée, comment on va l'amener sur un mode de management altruiste? J'ai du mal à comprendre comment c'est possible. C'est ça. Pourquoi il y a développement? Alors, moi j'ai une vision très positive, donc j'ai envie de dire que oui, c'est possible. Après, encore une fois, il faut qu'il y ait une prise de conscience à un moment donné, donc une prise de conscience qui peut être soit par rapport à une réflexion personnelle du dirigeant, soit une crise traversée par l'entreprise, soit un vrai problème rencontré, etc., qui va faire que ça va éveiller, ça va faire une espèce de choc. Et après, bah, c'est le temps, évidemment, que plus on est éloigné de cette culture, plus ça va mettre du temps, plus ça peut être douloureux, plus ça va provoquer des grassements, voilà, le changement, le changement c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, c'est quelque chose qui demande des efforts, et c'est quelque chose qui ne donne pas les résultats attendus tout de suite. Donc ça veut dire que, encore une fois, il va être important d'y mettre de la bienveillance, de la confiance, de la compassion, pour se donner le temps finalement d'emmener avec soi tout le monde vers ce nouvel état d'esprit. Après, je pense que tout le monde n'est pas encore convaincu dans notre monde actuel que ce soit la bonne voie, et c'est chacun sa route, chacun son chemin. Je pense que l'histoire que nous a racontée François corrobore ça. En fait, c'est venu du dirigeant et tout le monde n'a pas suivi. Il y a eu quelques personnes qui n'ont pas suivi, mais finalement, l'essentiel a suivi. Donc en fait, voilà, il y a aussi la confiance dans le fait qu'il y aura beaucoup de personnes qui s'y retrouveront. Et ceux qui ne s'y retrouveront pas, ils iront se retrouver ailleurs. Parfait, merci. D'abord, je voulais vous remercier tous les quatre pour votre présence et cette table ronde passionnante. On a eu des points de vue très divers avec des retours d'expérience, c'était très intéressant. Et finalement, pour conclure, avant qu'on aille à ce cocktail, nos trois dernières tables rondes étaient sur le thème de l'intrapreneuriat, puis sur celui du rebond du dirigeant, et aujourd'hui sur le thème de l'altruisme. Et finalement, la conclusion de tout ça, et ce qui m'en ressort à chaque fois, c'est qu'une entreprise, puisqu'on est bien dans le club entrepreneur, c'est ce que j'essaye de transmettre d'ailleurs aux jeunes collaborateurs et collaboratrices que j'embauche, c'est qu'une entreprise, ce ne sont que des hommes et des femmes qui collaborent. Toujours, tout le temps, en interne et avec la chaîne de valeur que sont les clients, les fournisseurs et les sous-traitants. Et que donc, à partir du moment où on met en place une démarche qui vise d'une façon ou d'une autre à améliorer cette relation entre les êtres humains, finalement on fait un grand pas en avant. Et c'est la conclusion que je voulais apporter ce soir. Merci à tous.
Juste pour conclure, je voulais savoir qui est inscrit sur le portail Alumni ici, en tant qu'étudiant, en tant que, pardon, Alumni. Hein, qui est inscrit, oui. Voilà. Comme il y a essentiellement des alumni parmi nous, je vous invite vraiment à aller vous inscrire, c'est gratuit. Ça vous permet, et ça c'est le premier bénéfice, de rester en contact et de retrouver, c'est une autre forme de réseau social, mais la plateforme est très bien faite. Ça va vous permettre ensuite de suivre la vie d'école, de vous inscrire, de recevoir un certain nombre de newsletters qui sont elles-mêmes très bien faites, peut-être recevoir des invitations de Schema Ventures, et puis ça vous permettra en 2 clics de vous inscrire pour les prochains événements, parce qu'on espère vous retrouver nombreux à la prochaine table ronde. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous invite à nous rejoindre à cocktail maintenant.